bonjour, bienvenue sur GPTV. Nous sommes avec Bastien, le designer Akrita. Voilà, merci. Une société bien connue dans le milieu du jeu de rôle, puisque ça fait pas mal d'années que tu bourlingues sur les conventions et que tu proposes des produits assez innovants en fait. Et puis à travers des gammes qui te plaisent, c'est ça. Donc, on va commencer par parler de toi, Bastien. Comment est arrivé vraiment à faire du jeu de rôle en fait? Par passion, comme toutes les choses que je fais dans ma vie. Et donc, en fait, je pense que comme énormément de gens, j'avais découvert les livres dont vous êtes le héros. J'avais commencé par le Manoir de l'Enfer, donc qui était pas le plus facile, mais qui est un des meilleurs. Donc, j'avais bien commencé. Et puis alors, un jour, il y a mon frère qui se ramène avec une grosse boîte qui s'appelait Initiation au jeu de rôle de l'œil noir. La boîte thermoformée par Gallimard là. Et donc j'ai ouvert cette boîte. Alors il se fait que j'avais une journée pour découvrir la boîte, mais comme mon père était architecte et avait une photocopieuse, j'ai tout photocopié pour pouvoir consulter à mon aise par après. J'ai racheté, donc j'ai pas volé tout à fait tout, mais bon à l'époque aussi j'étais tout jeune, j'avais 15 ans à l'époque. Ouais. Et puis donc, voilà, j'ai découvert l'œil noir et puis j'ai appris en autodidacte. J'ai fait mes premiers Monstre Trésor, c'est ce qu'on faisait à l'époque, jusqu'à ce que je découvre les scénarios, le sanglier, l'auberge du sanglier noir, etc., etc. Ouais. Voilà. Et c'est comme ça que ça a été parti. Et puis alors surtout, le truc qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier, c'est avec un ami, on a découvert Terre de légende. Et pendant un été, on a fait tous les bouquins de la gamme Terre des légendes, tous les scénarios qui étaient proposés, et là c'était fini. Là, j'étais mordu par le virus. Voilà. Ouais. En fait, aussi, tu es connu assez dans le milieu pour être un passionné à travers des petits suppléments, des trucs qui rajoutent du fun et tout dans les parties, des aides de jeu pour les joueurs, les meneurs de jeu surtout. Beaucoup pour faciliter la vie du meneur de jeu. Je pense que c'est un petit peu la démarche chaque fois à travers tes créations, mais il y a un truc qui te tient plus ou moins à cœur. J'ai l'impression que c'est l'apocalypse. Ça a été un déclencheur pour toi le système ou... Alors oui, tout à fait. Donc à un moment donné, comment dire, quand on se fait vieux, qu'on a moins le temps de préparer ces parties de jeux de rôle que quand on est jeune et qu'on a plein de temps, on cherche des trucs qui nous permettent de faire, de gagner du temps. Et en effet, la découverte d'une première part de Dungeon World et puis d'une deuxième part de En Terre Sauvage de Jason Lutz et de Serviteur de la Reine des Cendres a vraiment été un déclic sur ma merde, en fait on peut écrire les choses de manière à ce qu'elles soient super accessibles pour le maître de jeu sans enlever la moindre intensité, la moindre qualité de jeu autour de la table. Ouais. Et ça a vraiment déclenché toute ma réflexion autour du haut potentiel ludique. Et aujourd'hui, c'est toute ma vie éditoriale de dire je veux proposer des produits dans lesquels il y a le moins de blabla possible, un maximum de jeux et surtout de l'accessibilité, en effet, pour le maître de jeu. Mais je pense qu'il faut aussi réfléchir à l'accessibilité pour les joueurs. Ouais. C'est peut-être pour ça que tu as choisi un format très ludique, qui est le paquet de cartes, en fait. Oui, ça aussi. Et puis alors pour des raisons économiques, l'air de rien, publier souvent des paquets de cartes, c'est souvent c'est rentable en fait. Ouais. En termes d'accessibilité de haut potentiel ludique, je pense que c'est le meilleur format à l'heure actuelle. Ouais. Voilà. Et quand tu récupères les idées du système Apocalypse pour les construire dans d'autres systèmes qui peuvent être adaptés, on peut jouer la plupart de tes suppléments, tu peux même jouer n'importe quel OSR. Par exemple, tu prends En Terre Sauvage, moi je l'ai adapté pour autre chose. Oui, bien sûr. Donc l'avantage du système Apocalypse, c'est que comme il est très très simple sur la mécanique de base, il est facile à adapter à la volée à n'importe quel jeu d'Heroic Fantasy. Ou de fantasy en règle générale, un peu moins la dark fantasy parce que moi c'est pas trop mon kiff la dark fantasy. Mais il y a des gens qui adorent ça et qui font ça très bien et tant mieux. Et donc en effet c'est vrai que c'est très facile d'adapter En Terre Sauvage ou Impitoyable Bourgade ou les jeux du destin à n'importe quel jeu de fantasy au sens large. Voilà. Et tu as glissé ensuite un produit qui moi m'avait surpris à l'époque parce que c'est quand tu t'es lancé dans du Cthulhien, par exemple, avec un jeu qui est un peu un ovni dans ton catalogue quand même. Alors, c'est un ovni dans mon catalogue, en effet, mais bon, ça reste du PBTA, donc il y a quand même une cohérence. Et oui, enfin voilà, c'est une. Alors déjà, c'est la rencontre avec Frédéric Guesquer qui me présente son jeu, et quand il me présente son jeu, il y a ce flash
que j'ai quand il présente l'horloge de l'horreur et la manière dont elle aide à faire croître la tension autour de la table, et où je me dis, moi qui suis pas un très bon maître de jeu de rôle d'horreur, ah bah tiens, là, il y a peut-être un outil, typiquement d'ailleurs PBTAS, qui permettrait de faire ça. J'avais déjà testé de faire de l'appel de Cthulhu ou d'autres jeux autour de l'appel de Cthulhu, mais sans vraiment beaucoup de succès. Et avec Horrifique, les aides de jeu sont tellement là pour faciliter la prise en main par tout le monde, là, par l'obscurité, mais aussi par les joueuses, que l'horreur, elle sort toute seule à la table de jeu. Je n'ai, à l'heure actuelle, jamais raté une partie d'Horrifique, alors qu'à la base, j'ai un gros traumatisme, parce que je découvre l'appel de Cthulhu en 1991 avec la première version française qui est la V2 anglaise. Et ma première partie de l'appel de Cthulhu est un désastre total. Je suis presque dégoûté du chose. Sauf que je découvre la littérature de Lovecraft et je trouve ça extraordinaire. Enfin voilà, il y a le souffle d'horreur qu'il arrive à mettre là-dedans. Et je reste hanté d'avoir envie de jouer ça sans y arriver. J'ai testé plusieurs trucs. J'ai testé Tremulus, Cthulhuac et d'autres trucs. Et c'est avec Horrifique que j'y arrive. Voilà. Ouais, tant mieux. Oui, c'est un déclic que tu as envie d'élargir encore un peu à d'autres horizons, à ouvrir le spectre. Alors, oui et non. Je pense que pendant les 4 ans de travail sur lesquels on a travaillé sur Horrifique avec Frédéric Esquer pour en faire le produit qui est aujourd'hui, parce que quand il me le propose, c'est vraiment un PBTA très classique, à part le thème cthulhien et l'horreur de l'horloge. On est sur quelque chose de relativement classique. Et ensemble, à force de travail, au bout de 4 ans, on arrive à un produit qui est une anomalie dans le monde du jeu de rôle, je crois qu'on peut le dire, mais une anomalie heureuse, je pense que. Et donc, mais tout ce travail qu'on a fait, moi, ça infuse aussi ma manière de travailler aujourd'hui, et ça m'a débloqué dans un vieux projet dont j'avais déjà commencé les premiers prémices il y a 6 ans, et qui est de faire un jeu de rôle de découverte. Donc, c'est un jeu de rôle qu'on peut découvrir sans avoir un maître de jeu qui nous initie. Donc, c'est-à-dire que monsieur tout le monde qui n'a jamais fait du jeu de rôle peut prendre le jeu de rôle en main et le découvrir, et après 1 heure, avoir découvert ce que c'est que le jeu de rôle, fait sa première scène et envie d'y revenir. Oui, j'ai vu que d'ailleurs que tu en parlais, tu as commencé à en parler sur les réseaux sociaux. C'est ça, assez intriguant. Mais j'ai remarqué de suite, pendant que tu parles, c'est un truc qui tient vraiment à cœur, ça. Ah oui, tout à fait. Alors, il y a longtemps, sur mon blog, j'avais parlé d'une chasse aux dragons, d'arriver à trouver un petit peu, ce jeu, c'est un petit peu ce que j'essaye de faire, avec aussi une idée qui me trottait, qui me disait, cette fameuse règle 0 qu'on a en règle de jeu de rôle qui dit, si la règle ne te plaît pas, tu la vires. Tu vois? Ouais. Et je me suis dit, mais en fait, si on a des règles minimales, et puis qu'on ajoute juste les règles dont on a envie, à ce moment-là, on n'a plus besoin de cette règle 0, qui moi, personnellement, me fait chier. En tant que game designer, je l'aime pas. Je dois bien l'avouer. Et donc, voilà, donc là, je fais un jeu de rôle. On commence avec un starter deck, on a des règles minimales. Puis alors après, on choisit, soit on prend des decks, des boosters pour avancer dans l'aventure, ou on prend des boosters pour étoffer le système de jeu. D'accord. Et donc ça, c'est sur les terres des hommes bêtes que je teste en proto ici à Octogone pour la première fois. Alors je l'ai déjà testé 2 fois avant, mais des trucs en bout de papier. Et là j'ai fait un truc correct. C'est quoi ça? Ça c'est sur les terres des hommes bêtes, le starter deck. D'accord. Voilà. Okay, d'accord. Et donc tu as des cartes qui t'expliquent qu'est-ce que c'est qu'un jeu de rôle, trouver notre guide, le maître de jeu, j'ai créé les personnages et quand tu les retournes, tu as la carte du monde qui se construit petit à petit. D'accord. Et que tu vas assembler au fur et à mesure des cartes que tu retournes. Ah ouais, attends, hop là. Ciao. Voilà. Et puis la troisième, si je m'abuse, elle vient là. Attends, hop là. Voilà, hop. Et donc on a ici, première carte du monde ici. Ouais. Puis on crée ces personnages en alliant, comme dans Horrifique, une occupation et un tempérament. Ouais. Et puis un équipement. Vraiment, comme dans Horrifique, là je vais dire... Là, ça marche tellement bien la recette qu'on a développée avec Fred que j'ai décidé de la réutiliser. Et puis alors on explique un peu le système de jeu quand même. Le système de jeu est un peu original en ce sens que moi j'aime pas quand le système de jeu nous dit on réussit, on échoue et que ça bloque le truc. Et donc ici l'idée c'est on va lancer des espèces de jetons pile ou face si tu veux. Et on va avoir 3 types de résultats. Soit des soleils qui te permettent d'avoir des effets positifs qui te font avancer l'image du point de vue des joueurs. Soit des crânes qui vont leur mettre un peu des bâtons dans les roues et qui sont utilisés par le guide, soit ce que j'ai appelé des Janus. Et les Janus, ça peut être un soleil ou un crâne suivant l'état de santé de ton personnage. D'accord. Donc les cartes de personnage, elles viennent avec un cœur. Ouais. Hein, ils en ont 2 au départ. Et puis quand ils sont blessés, on retourne. Et là, le cœur est brisé. Et quand tu as
autant, enfin, quand tu as plus de cœurs que de cœurs brisés, eh bien, tes Janus valent un soleil. Et dans le cas contraire, ou si c'est égalité, hein, eh bien, tes Janus valent un crâne. D'accord. Et donc, grâce à ça, comme il y en a 3, toujours, on lance toujours 3, mais le jeu, il rebondit toujours. Ouais. Parce que tu n'as jamais un truc kiff-kiff, t'as jamais du 50-50. Ouais. T'as toujours, soit c'est plutôt positif, soit c'est plutôt négatif, soit c'est carrément positif, soit c'est carrément négatif. Et ça avance. Et je l'ai testé ce matin. Le premier groupe que j'avais ce matin, 4 joueurs qui n'avaient jamais fait de jeu de rôle. Le seul qui avait une expérience du jeu de rôle, il avait fait une Murder Party il y a 10 ans. Ouais, d'accord. Ils ont pris le jeu en main, j'ai fermé ma gueule, et en 1 heure, ils ont fait une partie de jeu de rôle, et au bout de l'heure, ils m'ont dit où est-ce qu'on achète le proto? Je dis c'est un proto, ça s'achète pas. Et donc ils m'ont dit on prend ta carte de visite et quand tu le sors, on achète. Donc c'est un système d'arborescence, comment ça marche au niveau de... Alors comment ça marche alors arborescence, qu'est-ce que tu entends par là? Si tu veux que tu as un système comme ça, en fonction de tes choix, tu as des cartes... Alors, donc c'est un système, les règles vont être en arborescence, en ce sens que tu vas avoir différents niveaux de règles. Toutes les règles de base sont contenues dans le starter deck. Okay. Mais si tu veux par exemple des règles supplémentaires pour l'équipement, tu vas prendre le booster équipement. Si tu veux des règles de plus pour la santé, tu vas prendre le booster santé. Si tu veux des règles de plus pour la magie, tu vas prendre le booster arcane et oraison, etc., etc. Et si la seule chose qui t'intéresse, c'est d'avancer dans l'aventure, eh bien, tu ne prends que les boosters qui te font avancer dans l'aventure et dans la campagne, où tu accompagnes un groupe de colons qui se dirigent vers la plaine de la Sinuante, et où tu vas pouvoir explorer un petit peu c'est quoi la vie des colons, mais c'est aussi les problématiques que pose la colonisation. Et je pense que ce soit les Français en Algérie ou les Belges au Congo, on a de leçons à donner à personne par rapport aux horreurs que ça peut représenter. Et donc je trouve que le jeu de rôle est un parfait média pour en parler à la première personne. D'accord. Et donc en fait, un deck, c'est l'aventure complète en fait. Alors un deck, c'est soit ici, on va avoir de quoi faire les 3 premières scènes. Une première scène un peu scriptée de manière à apprendre aux joueurs comment on joue. Et au guide, comment on guide. Hein. Et puis alors une deuxième où il est un peu plus libre. Et puis une troisième où on passe dans du bac à sable. Ils arrivent dans un village et ils découvrent des situations, des joueurs, enfin des PNJ, etc. Et à partir de ce moment-là, ils peuvent accompagner la caravane de colons vers le dessus. Ça, c'est l'histoire qui est proposée. Mais une fois qu'ils arriveront dans la plaine de la Sinuante, ils auront ouvert tellement de portes qu'ils pourront... explorer les 28 cartes qui composent la carte et sur laquelle on a chaque fois des tas d'endroits. Tu vois qu'il y a plein de X parce que je n'ai pas encore numéroté toutes les cartes. Mais donc chacun de ces endroits est un endroit dans lequel il y a des choses à aller explorer, des choses dans lesquelles il y a à découvrir. D'accord. Voilà. Et il y en a plus de 200 au total. D'accord. Voilà. On retrouve un petit peu dans la philosophie de ce que tu as fait aussi avec les decks de rencontres. Oui, bien sûr, oui, tout à fait, les decks du destin, bien sûr, oui. Mais le deck du destin a déjà été en soi quelque part un aboutissement dans ma démarche pour le haut potentiel ludique, mais par rapport à tout ce qui est amené du jeu, amené du scénario, ici, on est carrément sur où là, j'applique cette recette à tout le jeu. Comme ce qu'on a fait pour Horrifique avec Frédéric Gaskian. D'accord. Voilà. Okay. Et donc là, c'est vraiment le produit, il est en train de travailler. Oui, il va falloir du temps là. Oui, tout à fait. Donc là, je sais déjà le nombre de decks que j'ai envie de faire. Je sais déjà, j'ai déjà la structure pour comment dire. Donc il y aura 16 decks et il y a plus de 800 cartes prévues à l'heure actuelle. Il y en a 40 de rédigées, donc il y a encore du taf. Voilà. Mais c'est peut-être pour moi super important de tester et de m'assurer que le deck il atteigne son objectif qui est de dire je le donne à des gens qui n'ont jamais fait le jeu de rôle et après 1 heure ils savent comment on joue et ils ont envie de continuer à jouer avec les 2 scènes qui restent. D'accord. Voilà. Et là ils ont mis le doigt dans un engrenage dans lequel moi j'ai mis le doigt il y a 35 ans et toi tu pourras t'arrêter ta Maserati. Ça n'arrivera jamais. C'est pour ça que je le dis. Voilà, exactement. Ou alors il faudrait réussir à conquérir le marché américain et faire concurrence à Donjons & Dragons, ce qui est impossible, il est tellement hégémonique que... écoute, Bastien, merci. Merci à toi. De nous avoir accordé quelques instants parce que vous êtes vachement occupé au stand et tu vas faire des démos encore. Ah oui, tout à fait. Donc j'aurais à la fin du week-end, j'aurais fait 8 démos de ce jeu et au niveau de Horrifique, on aura fait 12 parties en 1 heure de Horrifique. Voilà. Horrifique, il y a un développement prévu ou pas pour l'instant? Alors tu retournes le couteau dans la plaie. Donc on avait fait une game jam au moment de la sortie de Horrifique et on a eu les résultats et il faut que on corrige
les entrées qui nous ont été proposées et que je les mette en page. Et j'ai un peu du mal à m'y mettre. Alors, je prendrai comme excuse que mon ordinateur est tombé en rade, mais maintenant, je l'ai récupéré et il va falloir que je m'extrais de mes autres obligations ludiques pour arriver à faire cette Game Jam. Mais sinon, non, il n'y a pas vraiment de développement. Horrifique se tient en lui-même. Il y aura cette Game Jam autour de d'autres temps. Donc, c'est-à-dire proposer d'autres contextes pour Horrifique que le contexte Lovecraftien, canon, donc entre 1890 et 1930, en Nouvelle-Angleterre, voilà, contexte des États-Unis. Ok. Ah ben écoute, merci Bastien. Hein, je t'en prie. Bonne continuation. Oui, le sera. Ouais, ciao.